Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien. Je suis avec Marc-André, Marco et Losé. Donc, l'équipe est complète pour aujourd'hui. Comment ça va, les boys? Ça va, ça va. Ça va très bien, très bien. Merci, Dualité. Hey, merci à Dualité encore. Losé, man, depuis 2 semaines, là, il n'y en a pas une. Je me prends goût. T'as-tu, là, je te pogne au vif, là, peut-être, là, mais t'as-tu écouté un peu sur Spotify, Apple Music, Dualité? T'as-tu écouté le reste de ces tracks ou pas encore? Non, pas encore. Hey, c'est le défi que je donne, puis aux auditeurs. Puis, dans le fond, là, où est-ce qu'on peut nous suivre, Marc-André? Parle-nous un peu des réseaux sociaux, s'il te plaît. Oui, parce que là, j'en ai beaucoup à dire sur les réseaux sociaux. Cette semaine, shit. ça a été une semaine de feu sur les réseaux sociaux. La vidéo de lundi, on est rendu à 800 vues. Ah, ben ouais. C'est un nouveau record pour nos vues. Donc, je commence par Instagram. Mark Spedding, qui a commencé à nous suivre sur Instagram, qui nous suit sur YouTube depuis un bon bout. Donc, shout-out à lui. Benji Boy. Yes, sir. Benji Boy, que j'ai l'impression qu'il nous suivait sur TikTok, nous suit maintenant aussi sur Instagram. Donc, shout-out à lui. Sur TikTok, j'en ai beaucoup à dire, ça va être long. Maxime Ménard, David Ross, Xavier Filto, Baby Butch, j'adore ton nom. Lily, Baconator, toi aussi, j'adore ton nom. Alexandre Laforêt, c'est tous des nouveaux followers sur TikTok. Merci à vous tous. Sinon, une couple de personnes qui ont liké Alex, Dark Julf, Florian Boulanger, Mathieu Sylvain, DJ T, Charles, Sam Graton, Les Immigrés, Bestie, Paris sur nous, ils ont tous liké. Et sinon, mon highlight de la semaine, c'est l'échange de commentaires avec Chris Patak durant le match de lundi. Chris Patak qui avait commenté mon vidéo la semaine passée en disant que je faisais des vidéos NPC. Ben, lundi, quand j'ai fait mon vidéo de betting sur le match Packers-Eagles, il a commenté en disant, je vais lire son commentaire en disant Packers gagne, 2 points vers ça, vidéo NPC encore. Alors là, moi, je réponds, je suis un fan des Packers, il faut quand même reconnaître que les Eagles ont une meilleure équipe. Et après le match, il a dit, ouais, ça a l'air, Packers ont eu toutes les opportunités, ils ont fucké la patente. Et il y a un dude, shout-out à ce dude-là, il s'appelle User4015734895. Shout-out à ce gars-là. Il répond, who's the NPC now? Ta! OK. Hey, shit, man. Le feu est pogné. Le feu est pogné. Shout-out à Chris Patak. Merci d'interagir avec nous autres. C'est vraiment cool. Lâche-lui pas. C'est vraiment le fun. Non, mais c'est qui, hein? C'est qui? OK, juste bon. Et quand même. Mais pour de vrai, là, une chance qu'il y ait un peu d'action hein, dans ce lundi soir-là, parce que c'est un match un peu somnifère. Puis ouais. Il y en a eu. C'est fou, hein, parce que Marc-André, toi puis moi, on se parlait la semaine passée que dans le fond, il y avait comme beaucoup de matchs vraiment importants. Puis on dirait les équipes qui n'ont pas eu le mémo qu'il y avait des matchs importants. Il y en a qui ont échappé des victoires qu'ils devaient aller chercher absolument. On parlera des Panthers, entre autres, là, qui ont échappé un cadeau cette semaine. Il y a des gens aussi qui ont des remontées spectaculaires, comme on dirait que les Jaguars ne veulent pas gagner finalement. C'est peut-être la stratégie de se laisser remonter au 4e quart quand l'autre équipe a marqué 0 points. On va laisser marquer 36 points dans un quart. Pourquoi pas? Tu sais, il y a des équipes. Les Bills se sont fait éclater par les Dolphins. On dirait, là, c'est le segment à la femme, mais des matchs somnifères en prime time, puis des matchs tout feu, tout flamme le dimanche. Je ne sais plus c'est qui est bon, c'est qui est supposé être mauvais dans cette NFL-là. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de surprises, puis aussi de matchs là, où est-ce que Losé nous racontait avant. Puis je partage son opinion. Il dit, je suis un fan de football, j'écoute tous les matchs, mais 2 fois en fin de semaine, je me suis endormi d'écouter un match. Puis je te crois. Je le dis, là, pour ceux qui écoutent, là, ça arrive jamais. Là, littéralement jamais. Soit que ce soit mon amour pour le foot, le fait que toutes les fantasy que je suis dedans, tous mes groupes Messenger qu'on parle de foot pendant la game. Puis malgré tout ça, il y a quand même 2 games que j'ai réussi à m'endormir dessus. Mais c'est quelque chose qui arrive jamais, jamais, jamais. Là. Moi, c'est pareil. Là, pour le vrai, là, Raiders Broncos, j'ai donné une chance, j'allais me coucher parce que c'était vraiment, il ne se passait rien. Même après un quart, là, Green Bay, puis dans le fond, Philadelphie, 0-0, je suis allé me coucher. Je fais, pourquoi c'est 0-0 après un quart? C'est pas plus que ça. Chargers puis Steelers, ça a été 3-2, là, un score de hockey là, jusqu'à la fin du 2e quart. Une chance que Ladd a frappé une passe de toucher à la fin parce qu'il ne se passait rien. Je suis allé me coucher, triste d'accorder le toucher, mais au moins heureux qu'il y ait un jeu offensif. Plus de passes rabattues dans ce match-là que de completion. Pour les quarts, c'était inacceptable. En tout cas, je capotais. Je capotais un petit peu. Mais Marc-André, avant que j'aille plus loin dans le segment rafale, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs dont on ne parlera pas. Puis ensuite, on va aller avec Marco. Peut-être que tu n'as pas été là, donc c'est toi qui vas être le premier à parler de ton match. Bien hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Donc c'est ça, on va faire un petit topo avec toi. Mais Marc-André, c'est quoi qui s'est passé dans la NFL, outre ma petite montée de lait?
Yes, sir. Donc, match jeudi soir, t'en parlais. Match somnifère. Les Broncos qui l'emportent 10-7 sur les Raiders. Les Broncos s'améliorent à 8-2, mais très convaincu pour la suite. Falcons Colts, on en parle plus tard. Les Saints qui battent les Panthers, c'est à ne rien comprendre. Les Panthers qui perdent encore un deuxième match consécutif à domicile après avoir eu un début de saison tout feu tout flamme à domicile. Honnêtement, ça n'est rien comprendre qu'il ait juste mis 7 points sur le board contre les Saints. La victoire contre les Packers semble leur avoir monté à la tête la semaine passée. Les Bears qui font un autre comeback, ça commence à être un signature move, si je peux dire ça comme ça, pour les Bears qui reviennent de l'arrière au quatrième quart, l'emportent 24-20 sur les Giants et la commotion à Jackson Dart. Les Giants qui fire Brian Daboll après le match. On shout-out à lui qui va peut-être retourner s'occuper des Bills qui en ont clairement besoin. Les Texans qui font une remontée spectaculaire au quatrième quart, t'en as rapidement parlé. Les Jaguars qui veulent clairement pas participer aux éliminatoires. Ils s'inclinent 36-29 sur les Texans qui se gardent en vie. Les Bills qui perdent un match qu'ils ne pouvaient tout simplement pas perdre contre les Dolphins. Ça se peut pas, ce match-là. H.N. avec un match de fou l'emporte 30-13 les Dolphins sur les Bills. Ça n'est rien comprendre, cette attaque-là des Dolphins. Et dans le vestiaire, après le match, il y a plein de joueurs des Dolphins qui se sont fait questionner et il y a plein de joueurs qui ont dit qu'ils étaient confiants d'être capables de clean the table d'ici la fin de l'année. Donc, il y a plein de joueurs qui pensent être capables de gagner tous leurs matchs d'ici la fin de l'année. Je ne mettrai pas un seul sou là-dessus. Si t'en mets un, tu vas être millionnaire à la fin de l'année. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Moi, si je suis le commissaire de la Ligue, là, je fais un drug test à l'ensemble de l'équipe après ce match-là. Juste savoir comment ils fêtaient dans les bacs de linge sale, puis comment ils dansaient. Il s'est passé de quoi, là. Ça n'a pas été chic en première demi. On a eu peut-être une petite frousse, mais les Ravens qui l'emportent quand même 27-19 sur les Vikings. J.J. McCarthy n'est pas capable de répéter une deuxième victoire consécutive. Malgré tout, offre quand même une opposition quand même correcte. Rapide parenthèse dans ce match-là. Ce qu'on semble voir, c'est que le coach en chef des Vikings, O'Connell, si je ne me trompe pas, c'est ça son nom? Ouais. J'avais comme un blanc de mémoire. J'ai beaucoup de respect pour ce gars-là, mais clairement, ce gars-là est meilleur que son QB. Parce que à chaque match, les Vikings, leur première séquence à l'attaque, elle est incroyable. C'est presque toujours un touché. Puis après ça, on arrive, puis plus le match s'en va, puis moins c'est scripté. J.J. McCarthy n'est rien capable de faire. Donc, je suis inquiet pour les Vikings. Les Ravens s'améliorent à 4-5 et vont définitivement gagner leur division. Oui. Autre parenthèse. Pour tous ceux qui pensent qu'on s'acharne sur J.J. McCarthy, c'est pas qu'on s'acharne dessus. J'ai vu passer une statistique. En carrière, Justin Jefferson, moyenne de verges, avec tous les QB avec qui il a joué. Le premier, c'était Nick Mullins. Je pense pas qu'il a joué bien les games. C'était 110 verges par match. Après ça, c'était Kirk Cousins à 99. Puis il y avait Darnold à 99. Puis un autre à 98. J.J. McCarthy, 52 verges par match. C'est ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Browns-Jets, match des mauvaises équipes. C'est probablement le match pour le premier pick au repêchage, ce match-là. Les Jets l'emportent, mais vont probablement perdre le premier pick au repêchage. C'est qui perd gagne. L'emportent 27-20. Les Pats, dans un match ultra important et ultra impressionnant, l'emportent 28-23, mais le score ne reflète pas nécessairement l'allure du match. Les Pats ont quand même dominé ce match-là, malgré un score final de juste une différence de 5 points. Cards Seahawks, on en parle tantôt. Les Rams, nous ont fait mentir. Lozé et moi, on avait pris San Fran avec confiance dans nos picks cette semaine. Les Rams éclatent les 49ers 42-26 et les Rams démontrent à quel point ils sont à prendre au sérieux dans cette conférence-là. C'est vraiment une bonne équipe. Les Lions éclatent les Commanders. On en avait parlé la semaine passée de prendre le spread, qu'on était assez confiant que ça allait rentrer avec les Commanders qui ne sont pas de calibre cette année, 44-22. Dimanche soir, les Chargers l'emportent 25-10 sur les Steelers. Malheureusement, les Steelers, je l'avais dit la semaine passée, ce match-là allait décider laquelle des deux équipes allait participer aux éliminatoires. Je pense qu'il sera trop tard pour les Steelers. Eagles-Packers, on en parle tantôt. Marc-André, quelques petites réactions avant qu'on parle des matchs dans le fond de Marco. Ben, par rapport aux Jets et les Browns, là, on dirait que c'est plus important
pour les Browns d'avoir un haut choix au repêchage que les Jets qui vont drafter premier, maintenant, ils pourront au premier tour 5 fois l'année prochaine. Fait que, même s'ils n'ont pas le premier, on dirait les Jets, ils veulent une culture gagnante, ils veulent pas seulement un autre choix haut. Je pense que. La différence entre les deux, c'est que les Browns ont drafté 2 QB l'année passée. Je suis pas sûr que tu vas vouloir drafter un QB, tandis que les Jets ont définitivement besoin d'un QB. Ouais, puis l'affaire qui est fou, par contre, là, c'est que. C'est pour vrai. Ouais, vas-y. Juste pour finir sur le QB, là, pour vrai, je ne sortirai pas les stats là, exactement, là, mais pour vrai, les Jets marquent 27 points. Puis Justin Fields a genre 55 verges par la passe. C'est n'importe quoi. Comment tu fais pour marquer 27 points avec un QB qui a 50 quelques verges par la passe? Bonjour, ça, je déconseille. Ça pas. Mais leur 5 choix de première ronde est étalé sur les 2 prochaines années. C'est dans 2 ans que c'est une grosse cuvée de carrière. Ouais, c'est ça. Fait que ça va soit se faire l'année prochaine ou dans 2 ans, mais mettons, on peut dire que le temps Justin Fields, il est compté. Là. Ouais, il est très compté. L'affaire qui est débile, puis je juste, souvent, l'oser, tu dis dans les groupes, je vois ci, mange toute la merde, quand tu vois des choses qui sont aberrantes, là. Oui, avant que je veux dire en ondes, avant qu'on commence, là, laissez, puis vous avez le droit d'être critique, vous avez le droit de ne pas penser comme moi, mais l'affaire qui me sidère, c'est que des fois, on va chercher la cause. Les Steelers, là, ils sont pas bons en attaque, ça fait plusieurs années qu'on voit ça. Top 5 dans beaucoup de statistiques pour la défensive. Le maximum qui vont être, c'est top 24 pour une statistique offensive. Ils vont toujours être autour de 26 à 32 selon la statistique en termes de verges, en termes de passes par la course, en termes de points. Ils vont toujours être d'un bas fond. Mais malgré tout, avec Justin Fields, il était 4-2 l'an passé. Avec Russell Wilson, une fiche gagnante. 2 QB mauvais. Mike Tomlin a déjà gagné le Super Bowl, c'est déjà rendu en finale. Je sais que dans les dernières années, il a overachieve avec beaucoup d'équipes. C'est pas de la faute de Mike Tomlin. Il y a des gens qui disent qu'il doit être envoyé. Là, laissez-le tranquille, Mike Tomlin. Là. Je vois les statistiques. Brian Daboll, dans les 8 dernières années, 1 victoire en éliminatoire, puis il est renvoyé. Mike Tomlin, non. Pour vrai, là, manger toute la merde, c'est pas Mike Tomlin le problème. Il overachieve avec tout le monde. Là, t'as raison. Pour vrai, ça me fait chier. Mais ça, pour le reste, les Steelers, l'année est finie. Là. La manière qu'il y avait une opportunité contre les Chargers, puis ils n'ont rien fait, l'attaque est anémique, ça ne marche pas. Dickie Metcalf a eu un beau match. Ouais, vas-y, tu peux. Je vais arrêter ma montée. Non, mais moi, je trouve que tu as tellement raison. Mais mon feeling, c'est qu'on sait l'historique des Steelers, que dans les 60 dernières années, il y a eu seulement 3 coachs. Fait que moi, j'ai le feeling que, mettons, tu ne verrais pas ces commentaires-là, left and right, si jamais Tomlin n'était pas là depuis presque 20 ans. Ça, c'est vraiment une affaire de OK, on était écœurés de finir 9-8 parce qu'on sait qu'ils vont finir 4-4 les 8 derniers matchs de saison pour finir 9-8. Mais le pire, c'est qu'ils vont perdre contre une équipe perdante puis ils vont gagner contre les fiches gagnantes. Ouais, ben, c'est ça. Ils vont finir 9-8. C'est ça. C'est tout. Non, mais moi, c'est ça que ça me donne comme feeling. Puis je suis 100% d'accord avec toi qu'il overachieve. Puis ça, c'est dans le fond, c'est la preuve qu'au foot, si tu as une bonne défensive et tu es capable de mettre de la pression sur le corps arrière adverse, même si tu es talent limité, même si tu es moins bon que l'autre équipe, tu peux causer les revirements. Puis dans le fond, c'est ça qui fait gagner les Steelers depuis des années. C'est le nombre de possessions qui vont voler aux adversaires. Fait que ça, c'est une défensive qui est agressive. Puis ça, c'est tout à donner à leur coach. Moi, je pense que si Mike Tomlin n'est pas là en ce moment, les Steelers, au lieu d'être 9-8, c'est peut-être du 7-10, c'est peut-être du 6-11. Parce que clairement. En même temps, regarde les Browns, admettons, qui ont pourrait dire meilleure défensive, puis peut-être même une attaque similaire, ou, tu sais, bien coaché, puis avec une bonne culture, puis ça va bien. Marco, on en a parlé au début de l'année. Marco et moi, on est d'accord que Cleveland, c'est des survivor killers. Tu sais, c'est l'équipe qui n'est pas bonne, mais qui ont tellement une bonne défensive qu'un jour donné, ils peuvent arriver, puis tu ne sais pas pourquoi que le match se finit à 17 pour Cleveland. C'est comme, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est arrivé contre Green Bay cette année. Oui, exact. Tellement que Green Bay a gagné par genre 15 points, puis ça a fini 13-10, 17. On parie contre ces équipes-là parce qu'on connaît les attaques, puis leurs attaques sont mauvaises. Mais là, ils s'améliorent tellement côté défensif que justement, il y a des surprises qui arrivent. Puis là, boum, une journée, ils font 2 touchdowns. Puis miraculeux, puis là, il arrête tout de l'autre bord. Puis là, un terrain court, une bonne possession courte. C'est ça, là, tu vois Myles Garrett, puis j'oublie son nom, mais ils l'ont repêché dans l'échange de Travis. En tout cas, c'est qui ont repêché cette année? Mason Graham, je pense, c'est ça?
qui ont repêché. Graham, il y a un nom sur la défensive, mais je ne sais En pas tout s'il cas, a été repêché. Top 5 overall cette année, Mason Graham, puis avec Myles Garrett, là, c'est 2 mastodontes, là, puis ils arrêtent bien les affaires. Là. Fait que c'est ça. Ouais, ben, des fois, c'est fou, hein, parce que avec Mike Tomlin, je comprends qu'il est là depuis longtemps, mais en même temps, il overachieve, il est bon. Puis, on parle de bonne défensive, mais avant, il gagnait différemment. Dans les années 2010, plus fin à les 2010, plutôt 2013 à 2019, il gagnait avec une super bonne attaque, mais il perdait. C'est comme un peu encore une équipe tout feu, tout flamme, parce que la défensive n'arrêtait absolument rien. Puis il gagnait ou il perdait en marquant 30 points à chaque fois. À ce moment-là, il y avait des All-Stars à chaque position. Ça, exactement. Ouais. C'était une équipe tout feu, tout flamme, un peu comme les Bills, où est-ce qu'ils en mettaient un nombre de points calculable, finissaient tout le temps dans le top de la ligue, mais ils bandissaient en éliminatoire parce que la défensive n'était pas assez stable. Puis ils se faisaient surprendre par un rival de division ou par une bonne équipe bien rodée qui avait du momentum. Fait, honnêtement, j'ai vu toutes sortes de scénarios différents, puis ça me fait un peu chier. Mais en fait, je regarde un peu sur les Chargers là-dedans. Tu sais, une bonne équipe avec une bonne attaque tout feu tout flamme, l'impression que le corps ne peut plus courir ou qu'il ne fait pas la bonne chose, ben, on se rend compte qu'ils sont très limités à l'attaque plus qu'on pense. Il y a une excellente défensive. Ils ont arrêté les Steelers. Ils ont stoppé tout, là, les Steelers ou presque. À part les Steelers qui avaient une position avec un court terrain à faire, ils ont marqué des points. Sinon, ils n'ont rien fait. Excellente défensive. Une attaque anémique. Je ne reconnais pas les Chargers. Le nombre avec tous les bons receveurs de passes, toutes les passes deflect. Il mesure 6 pieds 4 le corps, puis il n'est pas capable de faire une passe captée. Je ne comprenais pas que le coach n'a pas fait des meilleurs jeux adaptés à la situation. Ça a pris du temps. La défensive a été essoufflée des Steelers, mais elle n'a presque rien donné à la première demi. Fait que pour les Chargers, ils ont une bonne fiche de 7-3, mais je ne trouve pas ça encourageant à long terme, même s'ils sont faits en éliminatoire. On dirait, je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'attaque qu'ils font contre des bonnes défensives? Parce que toutes les autres équipes qui sont éliminatoires vont avoir des bonnes défensives. Ça m'inquiète beaucoup pour les Chargers. Ils ont une bonne fiche, mais le fait que Justin Herbert ne peut pas courir, ça me fait très peur pour ton équipe, Marco. Oui, mais c'est ça que je m'allais dire. Tu sais, la petite parenthèse qu'on faisait tantôt. Tu sais, Justin Herbert, oui, mais qu'est-ce qui est quand même fou, pareil, comme on disait tantôt avant que tu arrives, c'est que fantasy-wise, premièrement, Herbert, depuis l'année passée, personne ne choisissait. Premièrement, il était sur les waivers pratiquement. Cette année, il a remonté un peu à cause de son année avec Dan McConkey l'année passée, mais encore cette année, c'était pas top. C'était dans le fin bottom 12, là, puis c'était encore, je suis sûr que Lozé le prenait pas, là, en voulant dire, je pouvais essayer de l'échapper plus loin puis tout. Puis là, tu vois, cette année, il est en haut, en ce moment, après 9 games, il est en haut de Josh Allen pour le nombre de points fantasy. C'est quand même fou, là, quand même, quand tu y penses. Fait qu'il est le troisième dans toutes les QB de la ligue. Fait que c'est grâce à ça qu'ils sont 7-3, je pense, parce que là, Joe Out s'est reblessé encore. Ça, je la comprends pas. Je la comprends pas. C'est des choses qui arrivent, là, mais on a encore le duo de tackle qui est pas là pour l'année en ce moment. Puis ça va être dur pour le reste de l'année. C'est sûr que ça fait mal au jeu au sol aussi. Là. C'est sûr. Ouais. Le jeu au sol, pas fait grand-chose. Contre des Steelers qui, historiquement, cette saison, ont donné beaucoup à des porteurs de ballon, plus de 100 verges à tous les matchs. Puis ils n'ont pas intérêt de courir contre cette défensive-là. Je me l'explique mal. Faudrait que je sorte des stats, là, mais l'année passée, on avait sorti des stats comme le nombre de verges par la course des running backs avec Rashawn Slaters, puis sans Rashawn Slaters. Puis c'était genre top 5 dans la ligue, puis bottom 5 dans la ligue. C'était comme le jour et la nuit. Là. Fait que c'est fou comment qu'un joueur qui vaut 30 millions, qui pogne le gars, puis te le tasse, puis qui fait un trou, ben ça l'aide tes running backs à apparaître bien. Là, c'est un peu comme ça. Des fois, tu vois des running backs dans certaines équipes qui ont des noms, puis tu dis, bon, ils sont pourris, mais ils ont tellement une bonne ligne à l'attaque qu'ils se font un nom parce que il y a des trous partout, puis ils font juste courir d'un coup. Les stats qu'on voit sont quand même flatteuses, mais c'est arrivé en deuxième demi quand le match était plus hors de portée et défensif essoufflé, mais avant, je pense que c'était pas 20 verges qu'il y avait. Même à ça, c'est pas tant flatteur. Tu sais, 95 verges, c'est correct, c'est un bon montant. Mais il y a 25 carries, tu sais, c'est même pas 4. Il a couru à cause de la fin de la game, c'est ça. Pour les bons running backs dans la ligue, 4, c'est comme le threshold. Il faut que ce soit en haut de ça. C'est ça. Pour vous donner un exemple, tu rajoutes Joe Hall puis Slater là, puis ils sont 95 devient 145. 25 carries. C'est c'était vraiment des 4 premières semaines. Beaucoup, il n'y avait même pas 10 carries par les running backs au complet. Fait que tu vois que le match a été écoulé le temps. Maintenant, parlons des matchs qu'on voulait parler plus en détail. J'ai pris des petites parenthèses comme ça, ponctuelles, avant quand même les matchs plus en détail. Mais Arizona-Seattle, un match que je n'ai pas vu. Mais les Seahawks l'emportent 44-22 contre les Cardinals. Marco, parle-nous de ce match-là.
Ben, j'ai pris cette game-là parce qu'elle me fait rire un peu, là, parce que la dernière. Pas vrai, parce que il y a quelques semaines, je me rappelle, je vous avais parlé que genre c'était dur de jouer à Seattle, tu sais, puis là, vous m'avez dit, ah non, mais ça c'était dans le temps, ben. Genre, parlez-en avec Jacoby Brissett parce qu'il a pas trouvé ça drôle, là. Hey, 22-44, là, c'est pas. Non, c'est pas. Mais honnêtement, toutes ces stats ont été faites pas mal en deuxième demi quand la game était déjà hors de portée. Mais honnêtement, Jacoby Brissett, pour lui donner un petit peu de fleurs, là, moi je l'adore ce gars-là. Je trouve que c'est le deuxième meilleur QB. Deuxième meilleur QB dans une équipe de la Ligue ou presque. Puis honnêtement, je pense que même si Kyler Brissett, ça va bien. Si Kyler Murray ne serait pas blessé, je pense qu'il aurait même été nommé starter comme starter. Genre, ça, on est tous d'accord avec toi. C'est pas la bonne chose. Honnêtement, tu sais. Non, pas de trouble. Puis, je voyais 44, j'étais comme, je voyais pas 44. C'est lui qui fait en sorte que Harrison a l'air d'un wide receiver qui a de l'allure. McBride, il performe comme d'habitude. Honnêtement, McBride, pour avoir checké un peu la game, puis avoir tout, comment dire, je me suis refreshé tantôt, puis tout, là, je l'ai revu une deuxième fois. Puis honnêtement, McBride, c'est fou, là, ce gars-là, peu importe dans quelle situation qu'il est, ce gars-là, c'est le prochain Kelsey, Gonzalez, peu importe. Je pense qu'il a même battu une sorte de stats. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est quoi la stats exactement. Mais c'est ce gars-là dans les fantasy, là, posez pas vous. Mais tu sais, puis Marco, tu n'étais pas là, mais c'est très circonstanciel. Un autre touché pour lui, mais c'est très circonstanciel. Il ne faut pas le comparer avec les autres corps. Ouais, non, ça c'est sûr, à cause que c'était dans du garbage time un peu, là, on s'entend. Là, honnêtement, la game était finie après un quart, puis elle était encore plus finie après la première minute du deuxième quart. C'est quoi, je pense que c'était quoi? C'était 24-0, quelque chose de même? C'était 21-0. Ouais, c'était 21-0 après un quart, puis ils sont revenus de l'autre côté pour le deuxième quart, puis après une minute, ils ont fait encore. Ah, c'est ça, 28-0. Fait qu'ils ont fait deux, dans ces 4 touchdowns-là, ils ont fait deux touchdowns défensifs de DeMarcus Lawrence, qui a été nommé joueur défensif de la semaine. Joueur défensif de la semaine. Imagine joueur offensif de la semaine. Ça aurait été drôle ça aussi, mais il aurait presque mérité parce que. Pour ses points, DeMarcus Lawrence, il a 2 touchdowns dans toute sa vie. Il a joué, c'est sa 12e année dans la Ligue. Après 11 ans à Dallas, ils ont décidé de faire un tournage jeunesse. Il a été signé avec les Seahawks pour 3 ans, 42 millions à 33 ans. Puis il est allé dire à TV, il est allé dire de toute façon, je ne gagnerai pas un Super Bowl ici. Fait que je crois que les Seahawks ils ont besoin de moi. Fait qu'il est arrivé là, puis là aujourd'hui, cette semaine, il les a fait mentir. Il a fait 2 touchés dans toute sa carrière en 11 ans à Dallas, en 140, je ne sais pas combien de games, là, 147 games peut-être. Puis il en a fait 2 cette game-là. Puis il a été nommé joueur défensif de la semaine. Puis là, c'est drôle parce que je viens de voir ça. Puis c'était il y a 8 heures, ça. Il a été nommé joueur défensif de la semaine. Puis là, sur les réseaux sociaux, ça a explosé. Parce que dans le fond, c'est son partner. Je pense que c'est. Je ne me rappelle plus c'est quoi son prénom, Zarif. En tout cas, son nom de famille, c'est Knight. C'est lui qui a forcé les 2 fumbles de Jacoby Brissett en le saquant. Puis dans le fond, DeMarcus Lawrence, il a juste ramassé le ballon pour courir au touchdown. Il n'a rien fait, tu sais, dans le fond. Fait que, il a quand même été opportuniste. Il faut le faire le jeu. Des fois, il y en a qui ont le ballon, il l'échappe, et il l'a fait. Mais bon, à cause de ça, il y a 2 heures, ils ont changé ça, puis ils ont donné le defensive player aux 2. Fait que c'est un co-leader. Ah, très cool. Fait que là, c'est Knight et DeMarcus Lawrence comme des joueurs défensifs. Puis c'est drôle parce que Cooper Kupp, après la game, il allait dire, genre, je pensais que c'était le même play défensif callé sur le même rush, puis la même affaire, puis il dit que on aurait dit un sentiment de déjà vu. C'était exactement le même play, le même ramassé de ballon, le même touchdown, puis on pensait que c'était comme un replay. Genre, ils n'ont pas pris leurs erreurs. Non, exact. Après 28-0, je pense que la demi s'est finie à 38-7. Fait que quand ils sont revenus en deuxième demi, je trouve que les Seahawks sont un peu genre, comment je pourrais dire, ils ont couru. Côté fantasy, là, c'est plate un peu parce que l'année passée, c'était Kenneth Walker qui avait toutes les verges. Puis là, cette année, c'est beaucoup 50-50. Fait que tu sais jamais, c'est 14 carries pour Saronnet. 14-14. Les deux 14-14. Pour te montrer à quel point ils ont écoulé le temps en deuxième demi. JSN, il a pogné 6 ou 8 réceptions pour 80 quelques verges au premier quart, puis il n'y en a eu aucune. C'est ça. C'est pas compliqué. Checkez ça ici. Là, les catchs, Smith & Jigba, 5 pour 93 verges, Cobb 2 pour 74, puis sinon, il n'y a rien d'autre. La fois, Sam Darnold, le gros. 10 en 12. 10 en 12. C'est 10 en 12. 10 en 12, c'est fucking drôle parce que
Il a quand même lancé 178 verges. C'est ça qui est drôle. 10 en 12, puis tu mets 44 points sur le board, là. C'est fou, là. À quel point ils ont eu besoin de lui, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment un match qui s'est joué à la défensive. Pour vrai, ils ont tout arrêté la défensive. Il a tourné, les courses, si je me trompe pas, il a tourné la balle 2 fois over, par exemple. Un interception, un fumble. Ouais. En deuxième demi, c'est comme je te dis, là, il y a eu un petit relâchement. Ils ont tenté. C'est là que se sont fait les 14 autres points de Jacoby. Jacoby, pour vrai, dans les passes qu'il avait à faire, super précis. Honnêtement, moi, je l'adore, ce QB-là. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements à faire en Arizona dans les prochains. Parce que là, ils vont encore. Tu sais, on l'a toujours dit. Moi, je le dis toujours. Arizona sont dans un Survivor. Prenez-les les 2 premières semaines, ils vont gagner. Après ça, c'est la débandade. Après ça, prenez-les pas, ils arrivent à perdre. Puis Kyler Murray, je suis pas capable, puis j'ai jamais été capable. Join the club, on en a parlé la semaine passée. Mais Losey, c'est un défenseur de Kyler Murray. Losey, il l'a défendu. Je pense que Kyler, il y a de quoi contre Losey, là. Il y a du footage, là, puis il veut pas que ça sorte, il le défend, mais... Si tu défends Kyler Murray, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable pas en tout. Puis, senti le besoin. je l'ai eu dans un fantasy, puis boy, que j'ai patiné cette fantasy-là. Fait que non, fait que c'est ça. Mais ça résume pas mal la game, comme je t'ai dit. Sam Darnold, qu'est-ce qui est bon? Un QB rating selon ESPN, premier dans la ligue en avant de Mahomes. C'est quand même très surprenant. Moi, je pensais pas, après que son année breakout, après 3 ans de 3 équipes avec lesquelles ça n'a pas fonctionné. Je pensais pas qu'avec Minnesota, ça allait être aussi bien allé. Puis après ça, qu'il laisse partir pour les Seahawks. Mais ça, c'est une affaire que je voulais parler, tu sais. Là, Carson Wentz, puis là, JJ McCarthy, il fait rien, parce qu'on en parlait tantôt. Puis là, il se blesse, une crise de chance. Puis après ça, Carson Wentz, il arrive, il joue correct. Puis là, JJ McCarthy en revient. Oh là là. Puis là, tu vois Sam Darnold faire les mêmes chiffres qu'il a fait avec toi. Après 8 games, c'est presque les mêmes chiffres. Là. Il est parti pour faire 35 touchdowns, 12 interceptions en ce moment. Puis il est gentil. Là. Je pense que c'est du politique. Ils ont voulu pas le payer ou drafter leur propre gars. Parce qu'ils ont fait mais on va prendre plus jeune. Je pense que c'est juste une question économique. Parce que ça marchait extrêmement bien. Il y avait des bonnes stats. Les Vikings l'année passée, là, ça performait. Il aurait pu me texter. Puis je leur ai dit que JJ McCarthy n'était pas bon gratuitement. J'aurais même pas chargé rien. Parce que moi, quand il a gagné à Michigan, j'ai dit depuis jour 1, puis Marco est là, et il sait, il peut en témoigner. Depuis jour 1, ce gars-là, il n'est pas bon. Il n'est pas capable de lancer downfield. Il n'est pas capable de voir la deuxième option. Il n'est juste pas bon. C'est pas un bon QB. Il était juste dans la meilleure équipe. Il était dans la meilleure équipe, avec le meilleur spot, avec le meilleur coach, avec la meilleure tout à Michigan. Fait que, tu sais, quand tu joues dans un niveau plus bas, c'est facile. Quand tu as des flaws que ça ne paraisse pas. Mais le gars, en tout cas, pour moi, n'a jamais été bon, ne sera jamais bon. Oublie ça. Il a pas 443 verges. Bravo pour doubler ta production de. Oui, mais tu sais, si tu regardes la chart, pour ceux qui nous voient, qui sont en audio, vous ne le voyez pas, là, mais si tu regardes la chart, Losey, tu disais down the field, c'est 2 longues passes, c'est 2 pics, puis si tu regardes moyennement les passes qui ont franchi plus que 10-15 verges. Il y en a 3 complétés. Il n'y a rien complété. 3 sur 15 complétés. C'est n'importe quoi, ça, là, dans la NFL. Là. Hey, puis il y a le meilleur receveur talent-wise dans toute la ligue. C'est fou, là, en plus. Il faut que tu mettes ça. Puis il y a probablement le meilleur deuxième wide avec, mettons, T. Higgins. La question que je me pose, c'est pourquoi tu draftes JJ McCarthy, tu penses que c'était quoi, 10e overall dans ce coin-là? 12e. C'était 12e overall. 12e. Je pense que c'est l'année que Darnold jouait sa première année, ça se peut-tu? Dans le fond, il avait drafté avant que Darnold fasse son année. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, dans le fond, ils ont pris Darnold pour 1 an, puis ils se sont dit, on va drafter un QB d'avenir parce qu'on n'est pas sûr que ça va donner avec Darnold. Darnold fait une fiche de 14-3, 35 touchdowns, 12 interceptions. Puis tu le laisses aller. Puis tu le laisses aller en considérant que ça va bien, Chris, tu viens de faire 14-3, tu vas faire un playoff, l'année prochaine, ça risque d'être la même chose. Mais là, tu te dis, mais non, je viens de drafter JJ McCarthy, on va y aller avec ça. C'est parce que c'était ça leur plan avant Darnold, mais Darnold il t'a prouvé qu'il peut jouer, tu sais. Là, ça va à Seattle, puis il fait la même affaire. Puis en parlant de ça, dernière petite parenthèse, Jackson Smith et Jigba, le premier receveur à avoir 1000 verges cette année, il avait fait 1100 l'année passée, puis on a rien que la moitié de la saison, en tout cas 55% de la saison. Ce gars-là, incroyable. Il va être dans les premiers receveurs, puis vous pouvez en parler à Losey depuis 3 ans, depuis son année recrue, j'en parle.
Puis il était drafté 20e overall seulement parce qu'il a joué une année complète au collège. Dans cette année-là, il a fait genre un peu moins de 100 réceptions pour 1600 verges. Dans sa carrière au complet junior NCAA, il a fait juste 1700 verges. Fait qu'il a joué une année exceptionnelle. Ouais. C'est pour ça qu'il est descendu 20e. Après ça, il y a eu Zay Flowers et Quentin Johnson back-à-back. Puis ça sera même pas un match. Non. JSN va être dans vos premiers choix dans le Fantasy dans les 4 100%. prochaines années. C'est incroyable. C'est une machine, ce gars-là. Puis il a une éthique de travail, ça a l'air, ce gars-là, il boit pas. Il fait fuck all. Il a un nutritionniste pour 150 000 par année, juste pour lui, genre, qui fait sa bouffe depuis qu'il a l'âge d'arriver dans la NFL. Fait que un gars vraiment, vraiment straight by the book. Vraiment cool. C'est une machine. Ouais, un autre comme un peu Amon-Ra St. Brown, que dès son tout jeune âge, il a été comme drillé pour être dans la NFL, puis il a comme tout fait pour avoir une éthique de travail incroyable. Fait que c'est un autre pesé sur le bon bouton pour l'oser. C'est l'osé, t'es mis. Amon-Ra, là, c'est... Jackson, c'est un peu dans ce mot-là. Le gars, mais on s'écarte un peu, là, avant que l'osé fait des beaux rêves. Avant qu'il s'endorme, dans le fond, avant, on peut peut-être réagir. Mais ça, on va passer au match de Losé qui veut nous parler d'Atlanta contre Indianapolis. Le match prime time à Berlin. Est-ce que vous voulez réagir à Marco et avez-vous des questions pour lui? Moi, j'ai pas de questions, puis ça fait un peu le tour. Mais, moi, j'ai pas on a. Parfait. Bien, dans le fond, en match prime time à Berlin, là, tout un divertissement, tout un match. Moi, j'ai adoré ce match-là. Les Falcons contre les Colts. Puis, dans le fond, c'est les Colts qui l'emportent 31-25 en prolongation. Donc, un match extrêmement chaudement disputé. J'ai adoré ce match-là. Losé, parlons un peu plus de ton analyse par rapport aux deux équipes. Ben, premièrement, un peu déçu de la tournure des événements en fin de match, parce que dans nos petites prédictions ici, j'étais le lone wolf qui collait le upset sur Atlanta. C'est vrai. Je me suis même permis un petit message texte pendant le match. Je pense que je les ai jinxés. D'après moi, c'est de ma faute. Là, un petit retour en arrière. Marc, tu vas peut-être t'en rappeler, on a parlé de ça dans 2 autres podcasts, à quel point, toi, tu parlais de la game Houston contre, je me rappelle plus qui, puis c'est arrivé aussi la semaine passée encore, où ce que les coachs ne prennent pas les points. C'était Dallas la semaine passée. Ouais. Première drive de la game, les Colts arrivent à la ligne de quelque chose comme, je pense qu'ils étaient rendus à la ligne de 10, 4e et 2 ou 4e et 3 contre une excellente défensive. Falcons qui sont très bons. Oui, OK. Ils l'ont été. Il était extrêmement bon contre la course avant de se frotter à Taylor. Mais en tout cas, il était à la ligne de 27 d'Atlanta. 4 et 2. 4 et 2, qu'est-ce qu'ils font? Première drive, tu kicks pas, tu prends pas le 3 points. Qu'est-ce qui se passe? Ils font arrêter. Fait que c'est encore une autre équipe qui apprend pas des déchéances des autres équipes. Tu commences le match. Tu n'es pas en train de très tirer. Mal. Dans ce match-là, il était en retard. Ça a été très stressant pour eux, ces petits 3 points-là. Ben absolument, parce que tout le match, ils ont été un petit peu en retard. Si tu commences le match, tu fais ton 3 points, tu donnes le ballon à l'autre équipe. Juste là, le momentum. Ben exactement. Là, c'est comme si Atlanta, leur force, c'est la défensive. Là, tu donnes une raison à la défensive de dire, hey, ils peuvent le faire. Ils viennent de le faire. Contre le meilleur joueur offensif de la Ligue cette année, ils ont arrêté le ballon dès la première drive. Fait que tu es en train de leur dire, hey les gars, vous pouvez facilement nous battre. Là. On pensait avoir traversé le terrain. Non. On vous respecte pas en tant que défensive. Puis qu'est-ce qui arrive? Ils se font arrêter. En tout cas, bref. On en a parlé dans les derniers podcasts. Ça continue à se faire à gauche, à droite, un peu dans la ligue. J'ai aucun problème avec les coachs qui vont y aller en fin de demi, en fin de quart, en fin de match, évidemment, selon le script. Ouais. Mais tu peux pas laisser des points sur le tableau à ta première drive. Moi, je comprends pas ça. Je comprends que la nouvelle NFL, ça a changé, mais au bout de la ligne, depuis que les analytics sont sortis, puis là, tu vois tout souvent les éléments graphiques, OK, to go, 60%, OK, c'est mieux d'y aller, de ne pas y aller. Mais au bout de la ligne, là, il ne score pas tant plus de points dans la ligue dans les dernières années que ça. Fait que même si c'est mieux d'y aller, tu n'es même pas sûr après ça de scorer ton touchdown. C'est surtout ça le problème. Puis ça, je vais finir avec quelque chose en lien avec ça, avec l'overtime. Mais bon, là, le match a commencé comme ça. Très bon match d'Atlanta.
Ils ont joué un match comme je m'attendais à qu'ils jouent, puis c'est pour ça que je les avais pris pour causer l'upset. Dans le fond, il y a beaucoup de choses à ce match-là qui ont été selon qu'est-ce que je m'attendais. Je m'attendais juste pas à ce que Jonathan Taylor, le meilleur joueur cette année dans la ligue, meilleur joueur offensif. MVP, là, sérieux. Juste pour la verge après contact, je pense qu'il y a eu 200 quelque chose. Oui, exact. 200, même il y a 244 verges là, par la course, mais il y en a là-dedans plus de 200 après contact. Ça n'a aucun bon sens. Puis ils sont touchés, ceux qui voient l'élément graphique en ce moment, la grosse course, je pense, c'est 88 verges ou 85 verges, quelque chose de même. 87. C'était une course de 0 ou de moins 0.5 verges. C'était une course en plein milieu. Il était stuff complètement. Il s'est fait arrêter complètement. Ça aurait été un cas, mettons, s'il avait juste essayé de continuer un peu, les arbitres auraient collé le forward progression over. Puis il a juste step back, puis il est juste parti sur le sideline. Puis il n'y a pas un gars qui... Mais comment tu peux transformer une course, on va dire neutre, là, pas négative, mais comme de 0 verge en toucher de 85 verges. Fou. Sérieusement, ça, c'est hallucinant. Bravo lui, parce que course en plein centre, dès qu'il était stop, il a poussé avec son bras droit, il a reculé un petit peu, puis il y a eu une belle ligne de course, gros momentum, personne ne l'a rattrapé. Il y avait puis complètement là, sur le edge à gauche, puis on voit le tracé le vert, là, complètement là, ligne de côté. Il y a eu des bloqueurs aussi pour l'aider. Bravo à tous ceux qui ont couru avec lui. Parce que dans le fond, il y a eu 2 bloqueurs qui l'ont aidé dans le field. Non seulement il y a eu ça, mais tout le monde a travaillé pour lui. Fait que c'est fou, hein, parce que tout le monde, là, joueur de ligne, tight end, receveur, là, tout le monde travaille. Ils ont OK, là, on va faire la place. Fait que qu'il y a des bloqueurs aussi loin dans le field, incroyable. Fait que bravo à tout le monde d'avoir continué le jeu. Là. Pas juste lui, mais je dis 2, mais il y avait un qui pas loin derrière aussi. Fait que c'est hallucinant de voir les Colts, la manière qu'ils jouent ensemble et qu'ils back Taylor. C'est incroyable. J'ai une petite parenthèse à faire là, côté fantasy. Là. Je dois avoir 16 fantasy, puis je n'ai pas pris Taylor dans aucun. Parce qu'il est injury prone. Parce qu'il est toujours blessé. J'ai toujours un choix meilleur que lui pour commencer. Je prenais des joueurs bien avant lui à cause qu'il ne se blesse pas, tu sais. Puis dans un de mes fantasy, j'étais 70-30. Quand tu es 70-30 de gagner, d'habitude, tu n'regardes même pas le match-up, parce que tu dis crème, tu vas gagner, tu sais. Mais je jouais contre Taylor. Puis c'est ça. Sérieux. Là, il est injury prone, puis cette année, c'est Robocop. Je sais pas quoi dire, là, mais il me fait capoter. Là, sérieux, là. Les Colts ont joué 10 matchs parce qu'ils n'ont pas eu leur bail encore. Ils ont joué 10 matchs. Jonathan Taylor, dans 5 matchs sur 10, il y a 3 TD. Comme c'est n'importe quoi, là. Comme la moitié des games de son équipe. Pas un, là. Il y a 3 TD dans la moitié des games. C'est malade mental. Le MVP Baker, il y a eu la sensation au début de saison à cause des comebacks. Pour moi, c'est MVP. À ce moment-ci, ça n'a pas Taylor, il doit MVP. 244 verges, je crois. Le plus gros problème, tu sais, on sait tout, le plus gros problème, c'est le MVP, ça reste un QB Award. Mais là, clairement, surtout de la manière que Daniel Jones est redevenu sur la terre, redevenu Daniel Jones depuis 2 matchs. Les 2 derniers matchs, ils ont gagné grâce à Jonathan. La semaine passée, pas tant, mais cette semaine, c'est clairement lui seul qui a gagné le match. Non, mais il était favori, il est rendu. C'est ça. Pas la semaine passée, mais cette semaine, c'est ça. Daniel Jones est rendu dans le match qu'ils ont gagné, c'est pas grâce à lui, mais ils ont perdu l'autre, exactement. Tu parles dessus il y a 3 semaines. Il n'y a pas de grand QB qui font. Tu sais, Josh Allen, cette semaine, il a reculé. Baker Mayfield, il recule. Daniel Jones, il recule. Lamar, mais Lamar, avec la fiche qu'il a en ce moment, même si c'était pas lui qui jouait les games, il ne jouera pas assez de games avant la fin de l'année pour dépasser un gars comme Taylor s'il fait 200 verges. Moi, je pense que si j'avais un 2$ à mettre, je le mettrais sur Lamar. Marco, je pense que Marco. Il y a une affaire. C'est sûr que les odds ne sont pas de son bord, clairement, parce que il n'y a pas aucune place à l'erreur. Mais quand, en ton absence, l'équipe est la pire dans la ligue, puis tu reviens, puis tu gagnes 11 games de suite, comment tu peux après ça avoir un argument pour dire que c'est pas toi qui fais gagner l'équipe? Là, il faut qu'il gagne. Qui va les stopper, les Browns? C'est à 1 ou 2 défaites de disparaître du portrait. Oui, absolument. Même chose pour Taylor, c'est la position la plus risquée dans la ligue. S'il se casse un genou. Ah, ben oui, c'est 100%. De toute façon, la course cette année au MVP, l'année passée, c'est une course pas mal à 2 toute l'année.
Ouais. Là, cette année, la course à MVP, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, il y a 2 semaines, Ah, puis ça fait juste tout ça, le puis ça. monde, c'était Mahomes. De partout que tu voyais, sa cote était rendue presque en bas de 2. Perd contre les Bills, il retombe à 7 de code. Josh Allen favori à genre 2,8, 3. Perd, là, il est rendu à 9, il est rendu en Ouais, c'est fou, 7e. là. Ouais, Ah, mais là, Miami, ça a fait mal, là. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Énorme, ouais. Fait que, C'est pas les Bills. les gars sont tous à un mauvais match de glisser. Exact. Mais tu sais, C'est fou. bref. On ne saura pas avant la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Tout le MVP race aside, tu sais, Jonathan Taylor, performance, tu sais, je dirais pas historique, là, il y a eu des matchs meilleurs que ça, mais comme Julien l'a dit, le nombre de verges après plaqué, c'est juste, après touché, c'est juste complètement fou. Atlanta, ils ont comme tout fait bien pour gagner le match. Un peu de mauvaise gestion de cadran, un peu de mauvaise passe de Phoenix, mais tu sais, ça fait partie de la game. Là. Ils jouaient quand même contre une bonne équipe, contre une bonne défensive qui. Mais non, il y a eu des ratés encore, des kickers. Il y a eu des. C'était comme un match. Il n'était pas très fort contre la course, mais encore là, de là à accorder 3 touchdowns puis 244 verges, il y a des limites. Non, c'est ça. Les meilleurs contre la passe, mais c'est ça. Je trouve, s'il y a un point négatif que j'aurais à dire sur Atlanta, parce que j'aime vraiment cette équipe-là, de la manière qu'elle joue comme. Mais je trouve qu'ils n'utilisent pas assez Bijan. Ça fait quand même une couple de semaines. Au début de l'année. Hein? Pourtant, il y a tout le temps lui. Peu importe s'il n'y a pas beaucoup de stats ou il n'y a pas beaucoup de carry, c'est tout le temps lui qui en a le plus pareil. C'est lui qui touche le plus au ballon dans l'équipe. C'est ça qui est fou. C'est genre, ils vont perdre, mettons, je sais pas moi, 28-10, mais il va y avoir 6 réceptions Bijan pour genre 28 verges puis 15 carry. Mais tu sais, comme là, tu vois Bijan. Mais tu sais, mettons, pour moi, là, actuellement, là, de voir Bijan 17 carry, Algier 11 carry, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça. Puis c'est Algier qui a eu toutes les goal lines. Tu sais, c'est comme un peu bizarre. Puis regarde, là, tu peux descendre le receiving. Et Phoenix 12 en Bijan, il n'a pas été impliqué. 2 catch, 4 verges, puis il y a 2. Fait que tu sais, ces 2 seuls targets, c'est des drops qu'il a passé parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Il n'a pas été impliqué dans le game plan cette semaine. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Sinon, tu sais, les Colts, ils ont clairement qu'ils n'avaient pas leur meilleur match dans leur sac selon leur standard de cette année. Ils se sont bien battus, évidemment poussés par Taylor. Mais je voulais parler d'une erreur. Ben, ça c'est une opinion personnelle. Peut-être que je suis complètement dans le champ. Mais mini parenthèse, Marc, ceux qui ont gagné le coin flip, ils ont décidé de recevoir le ballon. Commence à avoir ça un peu plus. Il aurait dû nous appeler il y a 7 semaines. Oui, c'est ça, exactement. Il aurait dû nous appeler au début de l'année. Mais là. On est quand même pertinent. Oui, c'est ça. Fait que là, Atlanta gagne le coin toss après l'avoir perdu. Un moment assez farfelu. L'arbitre ne se rappelait pas c'était qui le home team. Parce que normalement, c'est le team qui est away qui a le choix du. C'est vrai que c'était à Berlin. Exactement. Fait que là, ils ont donné le choix aux Colts. Il a callé Tails, c'est tombé sur Tails, puis là, les Colts ont décidé de recevoir le ballon. Puis là, ils reviennent de la pause, puis c'est Atlanta. Là, il explique un peu, il dit non, l'arbitre a juste oublié c'était qui était home field parce que c'était à Berlin. Fait quand même une situation assez farfelue. Mais j'ai pas aimé du tout la décision du coach des Colts après que Atlanta. Je ne sais pas si ça a été un 3 and out en overtime où ils ont eu un first down. Là, je pense que ça a été 3 and out. Fait que ça prenait seulement un field goal pour gagner le match. Ils avancent le ballon. Ils ont fait 8 jeux. Atlanta a fait 8 jeux. 8 jeux moins 13 verges. OK, fait un first down, puis sûrement plein des de punitions. Il y a eu des pénalités, mais je pense pas qu'ils ont eu. Je ne sais même pas s'ils ont eu un first down. Ben, sur 8 jeux, peut-être. En tout cas, bref, le résultat reste le même. Quand les Colts ont eu le ballon, un field goal, c'était assez pour gagner le match. Il avance le ballon. Taylor a beau être en feu. Taylor a beau être Taylor cette année. Tu n'es pas à l'abri d'un mauvais snap. Tu n'es pas à l'abri d'un fumble. Tu n'es pas à l'abri de rien. Tu arrives à la ligne de 15. Tu arrives à la ligne de 10. Ça prend un field goal, gagner le match. Qu'est-ce que tu fais à courir encore? Ils ont voulu donner le match au gars qui les a amenés là. Moi, j'ai rien contre ça.
Ah, ben Tu non. la sécurité, c'est une tu- mauvaise Moi, je kick décision. à la ligne de 10-12, là, kick le ballon. Ben là. oui. Kick le ballon. Ça, c'est la ligne de 10-12, là, c'est un placement de même pas 30 verges. Là. C'est un 99% Ouais, de réussite. Ton gars, il n'est pas sûr de rentrer, même s'il donne 3 carries, faire 10 verges, c'est pas sûr d'être fait. Il y a bien plus de chances de fumble que de manquer le placement. Bref, ça n'a rien changé parce qu'ils ont fait le toucher, tout était beau. Mais par contre, selon moi, c'est une erreur monumentale. Tu sais. Non, l'erreur, ça a été de passer avec Daniel Jones. Ils ont dit on va courir jusqu'à ce qu'on se fasse arrêter, puis même s'il se fait arrêter, on va kicker après à ce moment-là. Fait que moi, je trouve qu'ils ont bien géré le cadran au contraire. Ils ont dit on va faire le jeu le plus safe. On le met à Jonathan Taylor qui avance le ballon, puis quand il va être arrêté, on va marquer un placement. Moi, je pense que c'est plus ça parce qu'il y a tellement de bottés bloqués, puis aussi de bottés manqués. Puis les Colts ont été victimes aussi de tout ça, d'un bord puis de l'autre. Ils ont gagné ou perdu grâce au botteur. C'est vrai, on s'est dit, on va y aller avec le jeu le plus safe. Moi, je pense au contraire, Losé, que je trouve que c'est la bonne gestion du coach selon moi. Qu'il pas arrêté, c'est correct. Tu peux avoir ton opinion. Pour moi, c'est un message vraiment horrible que tu envoies à ton kicker, que tu n'as absolument aucune confiance en lui. Hey, écoute, si tu te fies au set avancé, comme qu'il dit Julien, pour le défendre un peu, comme qu'il dit, il y a beaucoup de kicks bloqués, beaucoup de kicks manqués, même à 40 verges. Il y a beaucoup de fumbles. Il y a beaucoup de fumbles aussi. Là. Ouais, mais est-ce que Taylor en a cette année? Mais Losé, imagine que t'es en first and 10, puis il botte. Qu'est-ce qu'on dit dans les journaux? On dit le lendemain, on dit pourquoi t'as pas couru avec le ballon, pourquoi t'as pas tenté des jeux? Exact, ça aurait été le contraire, tu sais. C'est bien plus facile. Si tu mets les deux scénarios avec le worst case scénario dans Taylor chaque fumble côté, ou le kick est raté. C'est ça. C'est beaucoup plus facile d'expliquer à tout le monde. Écoutez, guys, il y a beaucoup de fumbles. Il peut y avoir la mauvaise remise, le centre qui tombe sur le pied du QB qui arrive souvent, plein de cochonneries de même pour créer un fumble qui arrive beaucoup plus souvent qu'un botté en bas de 30 verges manqué. En bas de 30 verges, c'est en haut de 99% de réussite. Ouais. Fait que si jamais tu mets les deux worst case scénarios, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Regardez, guys. Ouais. Ben oui, gars, c'est vrai. Notre botteur l'a manqué, le kick a été bloqué. Mais par contre, il y a beaucoup plus de fumble. Je vais citer Marc-André Morisseau, un grand des grands, je ne sais pas si tu le connais. Il me dit souvent tu gagnes ou tu perds ton meilleur joueur. Jonathan Taylor, c'est ton meilleur joueur. Que tu y remettes le ballon, pour moi, c'est pas une erreur. C'est comme, mettons, exemple avec Marshawn Lynch, il aurait dû courir le ballon puis il a lancé avec Wilson. C'est même pas ça le point. Là-dessus, c'est sûr que tu gagnes, tu perds ton meilleur joueur. Mais là, c'est pas une question de gagner ou perdre. On n'est pas en train de dire t'es down 5, ça prend absolument un toucher. Est-ce que tu lances avec Daniel Jones ou tu cours avec Taylor? C'est pas ça du tout la question. C'est que tu as juste besoin de marquer des points puis tu gagnes. Qu'est-ce qui est le jeu le plus simple pour marquer des points quand tu es à la ligne de diverge, c'est de faire un field goal? J'ai une question, puis ça pourrait peut-être clore le débat sur la game. Une game qui finit 31-28 en overtime, puis toi, tu es un fervent défenseur de Penix, puis moi, non. Fait que j'ai une question pour toi, c'est la game, c'est-tu joué? Je ne suis pas tant fervent défenseur de Penix, mais je suis prêt à y laisser du temps à Penix. Ouais, c'est bon. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est la game, c'est-tu joué là? Penix a lancé. Tu sais, tu dis qu'ils n'ont pas utilisé Bijan assez. Il y a eu quand même plus de carry puis tout, mais il n'y a pas eu de réception puis tout. Mais moi, j'ai pas vu la game, puis ça, on va le dire peut-être. Là. Mais 12-28, un fumble loss, là. On s'est entendu que la game s'est peut-être jouée là. Pour une game qui s'en va en prolongation, là. Il y en a manqué des passes. C'est 40%. Ils n'ont pas pu garder le livre, 100%. Ah, ben, il a passé où le ballon? Je me demande. Tantôt, j'ai dit, je trouve qu'ils n'ont pas bien géré le cadran. Je l'ai dit dans les choses que j'ai pas aimé qu'Atlanta fasse. Tu sais, au lieu de continuer à lancer le ballon. Le QB à 60% dans ce game-là gagne la game. T'es l'équipe négligée. Tu mènes toute la game, ta défense. Donne ça à Bijan, man. C'est le gars peut-être avec le plus de talent dans la ligue. Donne le ballon. Ils ont des jeux dessinés pour lui à 100 000 à l'heure, genre des passes sur le côté, des jeux, peu importe. Drake London, il y a des matchs de fou, puis là, ils ont dit de le fider, c'est comme... Là, tu peux pas blâmer les jeux dessinés pour Bijan sur Penix. C'est pas lui qui cale les jeux non plus. C'est lui qui il y a toujours une option, tu sais. Mais le clock, il a mal été géré, selon moi. Puis je l'ai dit tantôt, c'est facile à dire. C'est quand même 16 passes manquées sur 28. Là, oui, mais il n'est pas supposé... Dans le scénario du match, il n'est pas supposé lancer 28 fois le ballon, Penix. Il est supposé lancer le ballon à peu près 22 fois, 23 fois. C'est sûr qu'à la fin de la game, tu n'es pas supposé... Donne le ballon à ton joueur, puis Algier, en plus, avait un excellent match.
une moyenne de 5 verges par carry, 2 touchdowns. Fait que tu peux même donner le ballon à Bijan, le mettre sa ligne comme receveur, donner le ballon à Algier, mettre tes 2 running backs, les impliquer les 2. Mais Bijan n'a juste pas été impliqué dans le match. Non, c'est ça. Ouais. Mais dans le fond, là, je suis content de ce match-là parce que moi aussi, je l'ai vu puis on n'a pas vu tout à fait la même chose d'oser, mais on s'en est sur beaucoup de points. Mais c'est un match fort divertissant, un des meilleurs de la fin de semaine selon moi. Ah, ben oui. Donc, j'ai adoré ce match-là. Mais l'intention, c'est qu'il faut qu'il lance 12 fois, qu'il réussisse 10 passes, puis son équipe marque 44 points. C'est la recette pour l'emporter. Là, dans le fond, on va parler maintenant du dernier match. Green Bay, Philadelphie. Marc-André te dit, j'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai revu le match une deuxième fois parce que j'étais trop fâché. Puis tu as une analyse pour nous surprendre. Vas-y avec les Eagles remportent un score incroyable de 10-7 contre les Packers. Les Packers perdent une 3e fois en marquant 13 points au moins cette saison. Marc-André, parle de ce game-là. Exact. En fait, je vais vous le dire, moi, j'ai regardé le match au complet lundi. Et il était tard quand je me suis couché. J'étais franchement fâché de Green Bay dans ce match-là. Pour vrai, il n'y a aucune raison que Green Bay ait perdu ce match-là. Je rejoins le commentaire de Chris Patak. Comme les Packers avaient ce match-là dans la poche. Ils ont eu toutes les chances au monde. Ils ont eu toutes les chances au monde de gagner ce match-là. Mais Jordan Love a connu un match catastrophique. Pour vrai, là. Puis même pour ceux qui n'ont pas vu le match, même quand il n'y avait plus de chance, le coach de Philadelphie est tellement mauvais qu'il a donné une autre chance à Green Bay. Je le sais, je vais en parler. Ils vont en 4e et 6, les boys. Let's go. Jordan Love a connu un match catastrophique. Vous voyez les stats à l'écran pour ceux qui ont le visuel. 20 en 36, 176 verges. Je vous le dis, en le regardant lundi, en le regardant mardi midi, à cœur plus détendu, Romeo Doubs, j'ai compté 4 fois dans le match. Il était seul pour 20 verges à toute la game. 4 fois, Romeo Doubs était tout seul, là, pour des gains de 20-25 verges à 4 reprises dans le match. Pas une seule fois, Jordan Love a passé le ballon dans ces 4 reprises-là. Jordan Love a vraiment eu un match dégueulasse. Christian Watson qui dort au gaz, une passe directement des numéros. Il n'a aucune idée que le ballon il s'en vient. Il fait le joueur en défensive comme s'il voulait empêcher une interception. Le ballon il tombe direct des numéros. Le ballon, il touche son casque. Il essaie d'empêcher le joueur défensif de faire l'interception. Le ballon, si tu retournes et tu joues la balle, tu catches ça. Exactement. Il se retourne de dos, il boue les mains puis ça tombe directement sur le casque derrière la tête. C'est impossible. J'ai pas vu ce game-là, mais ça, c'est drôle. Mais Jordan Love, j'en ai envoyé à Marc-André là, parce que je trouvais que je polluais un peu la convo. Mais je retrouverai ce segment-là puis je vous le partager tantôt. Marc, Jordan Love, ses stats, c'était genre 20 en 36, quelque chose de même. Mais il lançait le ballon correctement dès qu'il n'était pas under pressure. Mais dès qu'il y a un gars qui arrive proche de lui, c'est comme si c'était un QB de 17 ans qui arrive dans le cours des grands. J'ai jamais vu un QB choquer autant que ça. 100%. Il ne fait pas ça à tous les matchs. C'est pas comme si c'était une étiquette de il n'est pas capable de. Oui, il est moins bon avec la pression que la plupart. Il est très bon sans pression. C'est clairement un QB de système. Tu sais, pour ceux qui callent Brock Purdy QB de système dans notre Jordan Love, ça en est pas mal plus 1. Je suis d'accord. Pas mal plus 1. Mais écoute, c'était assez incroyable à toutes les fois qu'il était rushé. C'est toutes ces fois-là que Doubs était tout seul. Puis c'était pas il est tout seul parce qu'il y a un jeu improvisé. Puis là, non, son tracé l'amenait tout seul. Mais là, à cause que le QB a un peu de pressure, c'est comme si, OK, les yeux à terre, puis oh my God, il faut que j'essaie de ne pas perdre le ballon. C'était vraiment pathétique. C'était dégueulasse. Je vous montre rapidement la vidéo de Christian Watson, OK? Hey, Jalen Hurts, il avait l'air meilleur que l'autre QB. Check ça. La balle, il tombe sur le casque puis il joue le joueur en défensif. Là-dessus, on pense que c'est l'autre équipe. Là-dessus, on pense que c'est... Oublie les noms, là. Mettons que tu sais pas que Christian Watson, c'est un wide receiver. T'es convaincu que là-dessus, Christian Watson, c'est un demi-défensif puis qu'il fait un gros jeu, là. Il a fait un assez gros jeu en défensif, ça, c'est sûr. C'est quoi ça? Ah, mais ça, c'est drôle. Puis c'est pas comme si
tu le vois qu'il checkait le ballon avant de se revirer. Ouais. Ça se fait qu'à cause de cette vidéo-là, on se fasse flag, mais ça vaut la peine. Il est tellement blessé souvent, tu sais, la prochaine game, il va jouer en défensive. Ouais, il va jouer en C'est ça, défensive. niveau CB, là, ils vont faire hey, Ouais. t'as vraiment de l'avenir, on t'a mal évalué. Mais notre équipe d'évaluation En tout cas, des talents, on t'a mal évalué, on va te mettre dans Ah, non. defense. Juste ça pour dire, je veux pas trop merde. m'étendre parce que bon, Ouais. le temps avance puis je veux pas que Ouais. ce soit trop long non plus. Quand je suis sorti du match de lundi, je me suis dit les Packers, c'est une catastrophe. Comme ils iront nulle part cette année, il n'y a rien à faire. Quand j'ai revu le match à plus détendu, honnêtement, tu jouais quand même contre les Eagles. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, il n'y a pas grand monde ici qui aime les Eagles. Ça reste que sur papier, c'est une des équipes qui a le plus de talent dans la NFL. 100%. C'est une équipe qui est excessivement mal coachée. La Toujours preuve, fond pour, défensif. 100%. Surtout le pour fond ceux, défensif. pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas vu le match, avec 33 secondes à faire, les Eagles mènent 10-7. Ils sont en 4e et 6 à la ligne de 40 des Packers. Ils décident d'y aller puis de lancer une bombe. What the fuck, man? What the fuck? Jamais AJ vu ça. Brown est zéro impliqué dans le match. On ne l'a pas vu de la game. En J'ai jamais 4 et vu ça. 6, en 4 et 6, il lance une bombe à AJ Brown. Ça se peut Ça pas. n'est rien comprendre. Pour Ouais. vrai, moi, j'aurais été GM, j'aurais congédié mon coach live. Il n'aurait même pas fini la game. J'aurais On dit, the spot. va-t'en, je vais finir les 30 secondes, puis je vais nommer un coach la semaine prochaine. Sérieux, j'ai jamais vu un mauvais call comme ça. Je pense que de c'est ma GM vie. le coach, parce que À part le Sirianni, call c'est de la Pete langue Carroll au Super Bowl. En Ce plus, n'est- Green Bay fait rien, ils ne donnent pas un coup de fil parce qu'un Exactement. un botté égalise le match, t'en vas en prolongation. C'est ça, Ils n'ont rien exactement. fait de la game. Ça n'a Ils bottent aucun le bon ballon. sens. Ça n'a Fait- aucun bon sens. Fait que je reviens à ce que je Il, disais il s'est que... baqué en lui-même. Hein. En entrevue, il a dit je suis plus confortable avec ça que de faire Ouais, c'est un un dégagement. asti de tata. Oh, oui, là. c'est un jambon. Oh, oui. C'est un asti de tata, ça. Il Fait se que prend pour tout un ça autre pour- en plus. Là. Ouais, tout ça pour C'est une dire que... marionnette, le Sirianni. là. C'est une Ouais, marionnette. c'est genre, c'est même pas un coach, je pense. Ben non. Ah non, C'est- c'est même pas lui Il n'y a qui même pas colle le les- respect de ses joueurs. là, Oh, Je comme. suis pas sûr que c'est lui qui colle les jeux. Il doit être le GM en haut. Je sais pas, mais. Tout ça pour dire que, pour vrai, les Packers jouaient quand même les Eagles, qui sur papier sont une des meilleures équipes. Ils ont quand même une très bonne fiche. J'ai beau ne pas les aimer, c'est une équipe qui a encore des chances de se rendre au Super Bowl dans la NFC cette année. Et pour vrai, les Packers ont eu toutes les chances au monde de remporter ce match-là. Si ce n'était pas d'un match très, très, très ordinaire de Jalen Love, pour ne pas dire pourri, les Packers gagnaient ce match-là très facilement. Puis ça reste que ce qui fait qu'une équipe se rend loin en éliminatoire, c'est la défensive puis le jeu au sol. Puis je pense que les Packers l'ont. La défensive des Packers, elle est élite cette année. C'est une des clairement top 5 defense de la Ligue. Il y a trois eu des défaites. creux de vague. Il y a eu des creux de vague, mais ce match-là, on dirait que ça les a remis là, de sa Ouais, map. Là, exactement. la défensive. Ça reste que les 3 défaites des Packers, c'est 3 matchs que tu as donné moins que 20 points à l'autre équipe. Comme c'est pas normal que tu perdes des matchs dans la NFL en donnant si peu de points que ça. Tu as perdu contre les Browns, contre les Eagles, puis contre les Panthers, où tu as donné genre 13, 16, puis 10 points. Là. Comme, t'es pas supposé de perdre ces L'affaire qui est matchs-là. décevant, c'est que là, tu passes de premier de ta division à troisième de ta division, 7e de ta conférence. Fait que c'est plus touché maintenant. C'est sûr que c'est plus Plus touché. Je le comprends. Sauf que je reste quand même encouragé parce que je pense que les éléments sont là pour les Packers C'est quoi? pour être capables de se classer. J'ai fermé les yeux. Les Steelers ont une excellente défensive. Un bon jeu au sol. Moi, ce Ils ont que un j'aime, bon c'est entraîneur-chef. C'est quoi? Tu m'as redonné espoir en mes Ah, mais attends Steelers. une minute, le parlant d'entraîneur-chef, Matt Lafleur, là, il n'y a pas juste Sirianni qui a mal coaché dimanche. lui aussi. On peut se parler de Matt Lafleur. Ah, là, il l'a fait dimanche. Là. On peut-tu essayer de comprendre, quand tu es en 4-1, là, puis tu décides d'y aller, Oui, peux-tu je vais en me parler. dire pourquoi que tu fais une course en shotgun? Fait que En ton fait- 4-1 devient un 4-6. Mais ça, je voulais en Ouais, ça, parler c'est de ça. con, ça. Je suis content que tu m'en parles parce que je suis pas sûr que ça venait de Matt Lafleur. Parce que c'est un odd eye ball, que c'est une passe complétée au centre du terrain où ça s'est joué vite. Puis c'est Jordan Love qui a callé ce jeu-là à ligne de mêlée. Il restait 2 time-out à Matt Lafleur. Moi, j'aurais call un time-out à ce moment-là. Call un time-out, là. Prends le temps de mettre tous tes gars sur la même page, de faire un vrai jeu, pas d'arriver à la ligne de mêlée, vite fait, hey, go, 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 faut faire un jeu, c'est 4e et 1. Comme, C'est pas prends-
Mais Oui, mais c'est pas le seul qui fait des fucking 4e et 1 en shotgun. Là. Genre, me semble que j'en ai vu quelques-uns. Nick, J'en vois tout le temps. c'est atroce. Marc, j'ai une question pour toi, fan des Oui. Packers. Est-ce que tu as une idée, c'est qui Annie Hager? Oui, la fille qui fait les vidéos des. Oui, la fille qui fait les vidéos. Elle est hilarante. Vraiment. Hilarante. C'est une des meilleures créatrices de contenu NFL. 100%. Elle va dans toutes les shows. C'est une die-hard fan des Packers. Des Packers. Oui. T'aurais-tu voir la consternation dans son vidéo après ça sur les Packers puis comment elle bâchait sur Matt Lafleur? C'était extraordinaire. Extraordinaire. En tout cas. Hey, maintenant, parlant de ça, Marc-André, montre-nous donc ton topo des matchs. Qui a gagné la dernière semaine de prédiction? Parce que là, ça fait 1 heure qu'on a commencé le podcast. Voilà, oui. Alors, il faut qu'on coupe ça court. Montre-nous, dans le fond, qui a gagné la semaine de prédiction. Vas-y. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas le visuel, je vous explique. Donc, Marco, une grosse semaine, 10 victoires, 4 défaites. Prend les devants dans la saison, 74-43. J'arrive deuxième, 9-5. Et Lozé et Julien, vous êtes à 8-6 pour la semaine passée. C'est Lozé qui est deuxième et Julien puis moi, on ferme la marche à égalité, 69-48. Ah, gênant, je suis à égalité avec Marc-André, non. on a 5 matchs de retard sur Marco qui est le meneur et Lozé est à 2 matchs de Marco. Ça, c'est le match d'Atlanta. Si c'était Atlanta qui gagnait, on était égal. Ouais. Toi, tu crois en Phoenix, pas moi. Ouais, c'est ça. Mais Phoenix, ça a bien fini comme ça. Réalisez-vous que les Falcons, ça fait 2 fois en dedans de 15 ans qu'ils ont un QB à une lettre d'être un organe génital. Ouais. Ah, c'est fou pareil, hein? On va laisser les gens réfléchir à ça. Réfléchissez à ça. Michael Vick puis Phoenix. Michael Dick puis Penis. Voilà. On va se faire flag. Marc-André, par la musique, on va faire dans le prochain épisode, on va faire nos picks pour la semaine 11 et on va aussi, dans le fond, parler des matchs du dimanche matin, je pense à Madrid, si je ne m'abuse. Le plus drôle là-dedans, c'est que les deux s'appellent Michael. Oui, en plus. Shit, quand même. Hey, on passe à ça. Pensez-y. Bonne semaine de football. J'espère que vos poules vont bien. J'espère que vous survivez dans vos Survivors et que vous avez drafté des bons joueurs comme Taylor haut dans vos choix. Donc, on vous souhaite une bonne semaine de football. On se revoit bientôt pour les picks à venir. Salut la gang. Yes, ciao. Ciao.